Bonjour à tous. Manifestation suite. Je vais essayer de vous brosser un portrait rapide, un résumé de pourquoi on en est là. Malheureusement, on se répète tous les ans et on risque de se fatiguer de se répéter et de dire la même chose tous les ans. Et surtout de détourner le fond, le fond des problèmes agricoles. Le cœur du sujet agricole, une fois de plus, il a été détourné. C'est la raison pour laquelle le titre de ma vidéo, c'est tout le monde a menti. Pascal Perry, que je vais faire parler, a dit tout le monde a menti. Oui, je confirme, comme d'habitude, tout le monde a menti. Il y a juste une différence, c'est que la FNSEA est en place depuis l'après-guerre. Personne n'avait le droit à la parole, toute la presse était verrouillée. C'est un peu déverrouillé grâce aux réseaux sociaux. Par contre, sur les grands médias, ça reste quand même très très compliqué. Faut montrer patte blanche et faut pas tenir un discours qui peut remettre en cause et faire réfléchir ceux qui pourraient se retourner contre les vrais responsables. Donc, je vous fais parler deux personnes, j'aurais pu en prendre d'autres, mais c'est un résumé de ce qui a été dit, et derrière, j'enchaîne. À tout de suite. Johan Barbe, qu'est-ce que vous nous dites ce soir? Est-ce que, comme d'autres syndicats agricoles, vous allez vous aussi mener des actions dans les prochains jours et les prochaines semaines? Alors nous allons mener des actions et nous serons présents à Strasbourg au Parlement européen le 20, parce que nous avons un dernier espoir là dans les semaines qui sont devant nous, c'est que les eurodéputés prennent conscience que cet accord n'est pas équitable pour l'agriculture et donc qu'ils le rejettent ou qu'ils votent une demande de saisie, d'une saisie de la justice, de la Cour de justice européenne, pour que cet accord soit enfin jugé correctement et qu'il arrête de pénaliser l'agriculture européenne et française. Nous avons besoin d'une agriculture française qui nourrit des Français, des concitoyens qui croient en l'agriculture. Mais pour ça, il faut qu'on arrête le discours, le double discours politique qui, devant les caméras, quand il y a des actions syndicales, la main sur le cœur, on va vous défendre, les agriculteurs, vous inquiétez pas, et qui par derrière envoie la présidente Ursula von der Leyen de la Commission européenne signer cet accord au Paraguay dès lundi. 3 fois, j'accuse. Alors d'abord, la France ne votera pas le Mercosur. C'est une certitude. Et néanmoins, il ne faut pas se cacher la vérité sur la situation de l'agriculture française, sur ce qu'on appelle la ferme France, qui est aujourd'hui en grande difficulté. Le solde agroalimentaire français s'est beaucoup détérioré. Nous étions un grand pays exportateur. Cette année, nous serons pratiquement à zéro, moins 93% le solde de la balance commerciale en 8 mois. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Alors, il y a plein d'explications. On est trop cher, on ne vend plus de blé à l'Algérie, au Burkina Faso, au Mali. Il y a de la géopolitique, il y a des politiques de prix, il y a tout ça. Mais il y a pire finalement, c'est que nous continuons d'importer. Par exemple, nous importons de plus en plus de viande, alors que, de volaille en particulier, alors que la consommation générale de viande diminue. J'accuse d'abord, premier dans le box, la grande distribution. J'accuse la grande distribution d'entretenir depuis 40 ans le mythe d'une alimentation toujours moins chère. Cette idée absurde de la défense absolue, l'obsession du pouvoir d'achat. Les champions du pouvoir d'achat ont déjà tué une partie de l'industrie et ils sont en train de menacer aujourd'hui l'agriculture. Je les accuse également de se servir des productions agricoles pour baisser le prix du reste de l'assortiment. 44% de marge sur les fruits, 67% de marge sur les légumes. Chiffre UFC, que choisir? En réalité, donc, des surmarges sur ces produits-là. Pourquoi? Pour faire des promotions sur le Nutella, pour vendre la lessive ou le shampoing à prix cloutant. Donc ce sont les agriculteurs qui le payent, très clairement. On peut accuser aussi les consommateurs qui participent dans une certaine mesure à ce phénomène de coulage. On diminue collectivement en France le budget alimentaire pour acheter des loisirs, pour acheter des technologies de l'information et de la communication. Il faut savoir ce qu'on veut. Et de mon point de vue en tout cas, l'alimentation doit être sacrée. Deuxième accusé, les institutions. L'État, qui a entretenu lui aussi un mythe qui est celui d'une agriculture puissante, et paradoxalement en surtransposant les règles européennes. C'est-à-dire qu'en
compliquant la vie des agriculteurs. Les lois Egalim, qui n'ont pas été suffisantes, qui n'ont pas été contraignantes, qui n'ont pas été efficaces. En Europe, la PAC, quand je parle des institutions, la France, mais aussi l'Europe, la PAC a servi les plus puissants, elle a ignoré ceux qui avaient véritablement besoin de soutien. Pendant 10 ans, la politique européenne a été une politique d'inspiration décroissante. Donc ne nous étonnons pas de ce qui nous arrive aujourd'hui. J'ajoute, cerise sur le gâteau, que la Commission européenne n'est pas européenne mais allemande et que Madame von der Leyen préfère les voitures au sort des agriculteurs français. Et puis j'accuse, pour terminer, des organisations syndicales démagogues qui refusent de voir la réalité en face. Une partie de nos exploitations, notamment celles du sud-ouest, sont structurellement déficitaires, elles sont trop petites, les terres sont à rendement faible, les coûts de production y sont élevés. On ne doit pas entretenir d'illusions. Pour survivre, ces exploitations devront soit être subventionnées, c'est un choix qu'on peut faire. Moi, je pense qu'il faut le faire d'ailleurs. Il faut aider ces agriculteurs. C'est pas un peu le cas déjà avec la PAC ? Insuffisamment. La PAC ne profite pas, malheureusement, à ceux qui en ont véritablement besoin. Elles devront soit être subventionnées, soit fusionnées, soit disparaître. Et puis vous avez d'autres organisations syndicales qui nous vendent du matin au soir les mérites de l'agriculture paysanne, mais on ne va pas nourrir les Français avec de la vente à la ferme ou avec une agriculture peu productive. Bref, je pense que tout le monde a menti. Je veux simplement ce soir témoigner de ma sympathie, de ma compassion pour les agriculteurs qui ont été victimes de tous ces mensonges depuis si longtemps. Voilà, donc je vais essayer de répondre à une partie, pas à tout, parce que c'est impossible, c'est très vaste, mais ils ont noyé le poisson. Donc, merci à tous les citoyens qui m'appellent, qui ont compris. Merci à Sam, l'agriculteur indépendant, qui lui, comme d'autres, heureusement qu'on n'est pas que quelques-uns, ont compris, mais on n'est encore pas assez nombreux à avoir compris. Est-ce qu'il faut dire merci à la FNSEA qui propose une manifestation le 20 janvier pour noyer le poisson? Je vous avais déjà dit il y a quelques années que quand ils rejoignent le mouvement, c'est la fin, ils sifflent la fin de la récréation, alors soit par des tracteurs, je me suis trompé, ils sont pas arrivés tout de suite à Paris avec les tracteurs, ils sont pas venus avec les tracteurs, ils ont été dans les départements, mais ils ont court-circuité la manifestation. Posez-vous la question, comment ils ont amené des tracteurs devant l'Assemblée nationale l'année dernière sans aucune violence. Au moment de la loi du plomb, on les a laissés s'installer devant l'Assemblée nationale. Tous les élus de la République sont venus leur servir les petits gâteaux, hein. Et comment là, quand c'est d'autres syndicats, avec des indépendants, on les bloque. La réalité, c'est que dès dimanche soir, moi je savais qu'il y avait eu des consignes de données de part des gens de la profession. J'ai bien dit de la profession. Pour empêcher les gens de monter sur Paris et les paralyser tout au long du parcours, comme, rappelez-vous, ceux qui étaient en 92 pour assiéger Paris, c'était le début de la coordination rurale, qui est issue de la Fédération française de l'agriculture, qui a empêché les agriculteurs de monter sur Paris en 92? Qui a empêché, dans les années 80, les paysans travailleurs devenus la Confédération paysanne de mettre en place ce qu'il appelait des quantums, des quotas laitiers, une gestion des volumes? Qui s'est mis en travers du MODEF dès 1959, qu'a dénoncé le COPA-COGECA au niveau européen? Qui? Des gens de la profession et de l'agroalimentaire qui donnent l'ordre aux chefs d'État et de gouvernement, quels qu'ils soient de gauche ou de droite, de paralyser les gens dans les campagnes, de tuer les paysans. C'est ça la réalité. Alors, donc, vous avez compris ce qu'était la FNSEA, je ne vais pas m'étendre. À l'heure où je vous parle, je fais la vidéo, il est 18h30, samedi soir. Moi, ce que j'ai comme élément, c'est comme d'habitude, report MSA, des commissions pour des prêts bancaires garantis par la Banque publique d'investissement, une simplification administrative, que des promesses, hein. 300 millions d'euros, je vous laisse juger. Vous divisez 300 millions d'euros par 400 000 agriculteurs. 11 millions d'euros de plus pour l'abattage des vaches. Le loup, autorisé peut-être à abattre 10-15% de plus de loups. Autant vous dire que c'est lamentable. Mais on ne peut pas obtenir plus que ça. On a le résultat de ce qu'on a créé nous-mêmes.
Ne nous trompons pas. Alors, j'ai 8 points. Je vous ai décliné le 1. Je vais vous décliner le 2. J'ai pris celui-là dans l'ordre, il me paraît, c'est ça qui a déclenché les manifestations et l'exaspération. Parce que le problème agricole, il vient pas du Mercosur ni des normes. Du tout. Mais vraiment pas du tout. Ça, c'est de la poudre aux yeux pour pas aller sur le fond. D'accord? C'est l'abattage. Je vais commencer par ça. Par l'abattage des troupeaux, la dermatose. Les animaux se soignent. Faut arrêter les conneries. Faut arrêter les conneries. Alors, il y en a qui ont envie de faire du fric avec les vaccins. Une précision. Pareil, là. Il part des débats dans tous les sens. Les ARN messagers auto-amplifiants, moi, à ma connaissance, on est en train de faire des contrôles sur le terrain. Ce n'est pas le cas des vaccins mis sur l'élevage. Si c'est le cas, je serais heureux de le savoir. Faut la preuve avec un labo scientifique certifié. Moi, de mon côté, je fais le travail. Quand j'aurai le résultat, je vous le donnerai. Donc, ça, c'est le débat sur les vaccins. Sur l'abattage total, il n'y avait pas à faire l'abattage total. Cette maladie-là se soigne. C'est un massacre sans nom et une humiliation pour les paysans qui ont élevé des troupeaux pendant des dizaines et des dizaines d'années, la génétique. Et alors, moi je ferai une revendication, les syndicats travaillent dessus, ils font ce qu'ils peuvent, très bien, la coordination rurale et la Confédération paysanne et le MODEF. Il est inadmissible. Moi, j'ai des gens qui ont eu la vache folle dans ma région, dans la commune, deux. Ils ont été indemnisés, ce qui s'appelle très rapidement. Quand je dis très rapidement, l'expertise des bêtes était faite avant, c'est sous 15 jours. Compte tenu de la gravité des faits. Gravité des faits. Les gens qui ont la dermatose et tuberculose, parce qu'il y a encore de la tuberculose, estimation des animaux le plus rapidement possible, versement des fonds avant l'abattage des animaux. Versement des fonds avant l'abattage des animaux pour que l'agriculteur puisse recréer son cheptel, financer le nettoyage, le vide sanitaire, nettoyage sanitaire, etc. C'est la moindre des choses. Si on veut avoir du respect envers les éleveurs, indemnité avant l'abattage et ne pas prendre 6 mois pour traiter des dossiers. C'est absolument scandaleux. J'ajoute, toujours sur le point 2, beaucoup de citoyens m'appellent pour aider les agriculteurs parce que forcément, ça crée de l'émotion. Alors ils veulent ouvrir des cagnottes, ils veulent donner de l'argent. Je leur ai dit, c'est pas de cagnotte, c'est pas les cagnottes et l'argent qui va sauver les paysans, malheureusement. Parce que c'est reculer pour mieux sauter. C'est de se rapprocher pour qu'on reprenne la facture sur l'association démocrate des mairies de France, donc pas de politique, pas de syndicat, avec des associations comme SOS Maire, pour partout où c'est possible, on reprenne la facture. On n'est pas des assistés, on n'est pas des handicapés, on n'est pas des mendiants, on n'a pas besoin de faire la quête. Il arrive qu'on fasse des cagnottes dans des situations dramatiques et on va encore être amené à en faire, dans des trucs d'urgence très ponctuels, mais on va pas ouvrir des cagnottes pour 400 000 paysans. Faut être sérieux. J'arrive au point numéro 3. Pour aller plus loin, faut reprendre ce qu'a dit Sam. Faut bien savoir que nous sommes pas du tout d'accord entre nous, les paysans. Dans la société, on est divisé, vous savez, politiquement. Mais dans le monde agricole, on n'est pas du tout d'accord avec le constat. Le constat déjà. Combien qui manque par exploitation? Quel est le prix qu'il faudrait qu'on soit rémunéré sur la tonne de blé, sur le litre de lait, sur le canard, sur le lapin? On n'est pas du tout d'accord entre nous. Il y a eu une unité entre plusieurs syndicats par l'exaspération de l'abattage des animaux. Là, il y a l'unité, à part la FNSEA, il y a l'unité des indépendants et des deux syndicats, 3 même avec le MODEF. Il y a en fait tout le monde, sauf la FNSEA, contre ces abattages totaux, mais il n'y a aucune unité syndicale lorsqu'on rentre dans le sujet, quel projet on met en place demain. Là, on est totalement divisé. Et les gens qui sont pas syndiqués
si vous vouliez les mettre dans des contingents, associations ou syndicats, je pense que vous pourriez en refaire une quinzaine de syndicats. Vous voyez un peu. Donc ça, faut commencer par dire ça. On n'est pas du tout d'accord sur le constat. Attention. Ça, c'est presque le plus important. Aujourd'hui, malgré plus de 2 suicides par jour, on n'est pas d'accord sur le constat. Et même pas le constat de pourquoi on en est là. Parce que vous avez entendu les gens qu'ils ont fait parler à la télé, ils ont beaucoup parlé de normes et de Mercosur. Ils n'ont pas parlé de ce que je vais vous dire. J'arrive au 3. Critique contre les manifestations organisées par la coordination rurale, la Confédération paysanne et tous les indépendants qui se sont joints à cette manifestation. Vous m'avez écrit, c'est de la foutaise, ils sont là pour faire le buzz. Bon, des gens qui sont là pour faire le buzz, c'est à vous de les identifier. Y en a qui font le buzz sur les plateaux télé tous les jours, tous les soirs, ça fait longtemps que ça dure. Regardez qui est invité sur les plateaux, tous sujets confondus. Ces gens-là, politiques ou experts, ou pseudo-experts, hein. Donc c'est à vous d'identifier ceux qui sont là pour le bien de la profession, ceux qui aident les gens réellement sur le terrain, les démarches qu'ils font sur le terrain pour essayer d'apporter leur pierre, d'accord, hein? Et puis ceux qui critiquent tout. Ce mouvement-là, il est comme beaucoup de mouvements. C'est le même en Grèce, s'il vous plaît, ça va mal. C'est le même en Italie, c'est le même en Hollande, c'est le même, ça se soulève dans tous les pays européens. Ça a été le même type de mouvement lorsque les pays, la Hongrie, la Pologne et tout ça, ils ont refusé les céréales ukrainiennes. Ils ont désobéi à l'Union européenne, d'ailleurs à ce moment-là. Donc, critiquer, c'est bien, proposer, c'est mieux. D'accord? Parce que les gens qui organisent ça, c'est du bénévolat. Ils ont beaucoup de courage et plus d'emmerdes à récupérer que d'avantages. Voilà ce que je voulais dire, même si les revendications, on peut les contester, je vais en parler après, mais courage à ceux qui essayent de faire quelque chose. Parce que critiquer ceux qui font, c'est bien. Faire, c'est mieux. Donc, manifestation en Europe, voilà. Manifestation en Europe. Alors, sur ces manifestations, je suis sur la fin du point numéro 3, avant de passer au 4. Je vais essayer de vous éclairer. L'agriculture fait vivre 3 millions de personnes par les emplois directs et indirects. Vous avez vu 3 millions de personnes dans la rue, vous? Allez, même 50%. Vous avez vu 1 500 000 personnes? Je crois pas. Vous pouvez me dire où étaient nos partenaires? Vous pouvez me dire où étaient les commerçants qui font du commerce dans nos fermes? Tout commerce en tout genre, hein, tracteurs, bovins. Vous pouvez me dire où étaient les gens de l'agroalimentaire? Vous pouvez me dire où étaient les camions des coopératives, de nos coopératives? Les camions des coopératives du groupe InVivo, qui regroupe plus de 200 coopératives. Monsieur Dominique Chargé, président de la coopération agricole, il n'a pas réquisitionné les camions pour bloquer les routes, se joindre au monde paysan, puisque c'est la survie des paysans. Paysans, bras agroalimentaires. Je les ai pas vus, les camions des coopératives. J'ai pas vu, je reprends ce qu'a dit Sam, qu'on était divisé sur le constat. Vous avez vu une unanimité dans les CUMA, coopératives d'utilisation de matériel agricole, où au sein d'une CUMA, il y a un bureau, un président, un secrétaire, un trésorier. Est-ce qu'il y a l'unanimité en France pour mobiliser tous les tracteurs des CUMA pour les bloquer, pour bloquer le pays ou Paris? Certainement. Il n'y a pas d'entente entre les agriculteurs au sein de notre profession. C'est-à-dire que globalement, les CUMA sont gérés, même de façon indirecte, par la FNSEA à travers la reconnaissance de la FDCUMA nationale. Demandez demain à réquisitionner, nous les paysans, tous les tracteurs des CUMA. Vous allez voir si les gens qui tiennent les CUMA FNSEA dans les bureaux, ils vont donner le feu vert pour que les tracteurs de la CUMA, ils aillent bloquer Paris avec des drapeaux CR et Confédération paysanne. Certainement pas. Donc, personne de l'agroalimentaire, personne de tout le secteur marchand, hein. Nos partenaires étaient où? 3 millions d'emplois. Il était où?
Ils ont été plus efficaces quand il a fallu enlever la réforme qui avait été prise pour séparer le conseil de la vente, pour vendre des produits phyto. Nos coopératives, celui qui vend les produits est celui qui est le conseiller agréé, reconnu. On avait obtenu la séparation du conseil de la vente pour être indépendant, ça doit être un gros mot ça, et on l'a fait sauter. Et ces gens-là, qui vivent de l'agriculture, grâce aux agriculteurs, n'étaient pas là. Point numéro 4. Point numéro 5, pardon. Je suis rendu au numéro 5. Donc l'abattage, le problème central de l'agricole, l'abattage, abattage, abattage, abattage total, on a entendu parler de ça. Bon, vous savez bien que c'est pas ça le problème numéro 1 de l'agriculture en France, puisque l'abattage ne représente pas les 400 000 agriculteurs. Le gars qui fait du miel, le gars qui a de la vigne, l'arbo, le producteur de canard, le maraîcher, l'horticulteur, il n'est pas concerné par l'abattage. Donc ça, c'est de la désinformation. C'est utiliser la détresse des éleveurs qui n'ont pas de réponse en temps et en heure et n'ont pas le virement sur le compte avant que l'abattage soit abattu. Sachant qu'il n'y aurait pas besoin d'abattre tout le troupeau. Encore un autre débat, ça. Donc là, il y a la double peine. Il y a l'abattage de tout le troupeau alors qu'on peut faire autrement, qu'on peut les soigner. On peut en plus faire un abattage sélectif. Là, on a l'abattage total, on n'a pas l'abattage sélectif, on n'a pas le paiement avant que le troupeau parte et on a une gestion administrative qui prend des mois. Faux sur toute la ligne. Là, ça dépend du gouvernement. On est d'accord. Ensuite, le Mercosur. Le Mercosur, il n'est pas en place. Le Mercosur, il n'est pas en place. Les paysans, ils se pendent depuis les années 70-72, avant la création de 92 de l'Union européenne. Alors tous ceux qui m'envoient des SMS, ah bah l'Union européenne, oui, l'Union européenne, le commandement intégré avec le bouton qui va assassiner le reste de la paysannerie, le bouton dans les mains d'Ursula von der Leyen, qui a la main sur le commandement intégré de l'Union européenne pour détruire la paysannerie, oui, il faut arrêter ça. Pour remonter un schéma parallèle avec un groupe de pays, attention à ceux qui vous manipulent Frexit, 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 sans vous dire comment ils vont faire. On peut l'appeler Frexit, on peut l'appeler comme on veut, il faut que les gens expliquent comment ils vont faire. Oui, il faut sortir du commandement intégré. Oui, et le plus vite possible. Mais attention à l'utilisation du mot Frexit. Il faut bien que les gens vous expliquent comment ça se passe. Je suis pas sûr qu'il vous ait tout dit. Ceci étant, on est d'accord, cette Union européenne-là, ce fonctionnement, hein, on sort pas de l'Europe, hein, on sort du commandement intégré. C'est pas la même chose. Voilà. Donc les normes, les contraintes administratives, on peut les améliorer, mais comme dans tous les métiers, les gens qui ont beaucoup d'administratifs, ils ont des secrétaires. Et ils comptent dans le coût de production. Donc non, c'est pas les normes. Le cœur du réacteur, c'est pas les normes, puisqu'il y a un tas de productions où on a les mêmes normes et ça change rien. Et moi, je vais aller plus loin. Vous pouvez supprimer les normes, ça ne changera rien. J'arrive au point numéro 6. Pourquoi j'ai entendu Tatiana Ventose, plein de gens critiquer la coordination rurale, la confédération paysanne, qu'est-ce que c'est que ce boulot-là? Une fois de plus, on a retourné manifester, on n'a rien obtenu. Et personnellement, on est nombreux à savoir ce qui allait se passer. Puisqu'il y a 50 ans qu'on fait ça. L'action qui a été faite là, on en a fait des dizaines et des dizaines et des dizaines. On a fait que ça toute notre vie, à Paris et Bruxelles. D'accord? Mais ce que c'est pas Tatiana Ventose et beaucoup de gens, c'est là que justement, le titre de ma vidéo, je trouve qu'il est pas mal. Tout le monde a menti. Il a raconté beaucoup de conneries, y compris sur les réseaux sociaux, de gens qui ne connaissent pas le métier. Hein. J'ai été obligé dans la semaine de pratiquement déposer plainte contre quelques personnes qui reprenaient des sujets qu'ils ne maîtrisaient pas, sur des éleveurs, des dossiers qu'on suit. Donc j'ai calmé l'affaire très vite fait, parce qu'on a le droit de s'exprimer, mais on n'a pas le droit de dire n'importe quoi. D'accord? Pourquoi on manifeste toujours au même endroit? Pourquoi la Confédération paysanne, Monsieur Vento, le MODEF, ils ont fait des barrages devant les préfectures?
comme il se fait en Italie et ailleurs. Pourquoi on ne change pas notre méthode? J'en ai déjà parlé de ça. Pourquoi on n'a pas été manifesté chez LDC, le leader européen de la volaille, qui est dans la Sarthe auprès de chez moi? Pourquoi on n'a pas été manifesté dans nos coopératives, chez nos industriels privés? Pourquoi? Pourquoi on n'a pas dénoncé les manœuvres de Nicolas Chaban, c'est qui le patron, qui est sur tous les plateaux télé, qui raconte une histoire qui est un mensonge. Il ne dit pas la vérité. C'est une petite partie du litrage qui est payée 10 centimes de plus à une partie des producteurs, une petite partie du litrage. Les autres, ils ont zéro patate. Si vous voulez les mails, je les ai sous ce paquet-là, là, les mails de producteurs qui sont à 7 laiteries, LSDH, et qui n'ont jamais vu un centime. Donc, parler, c'est bien, dire la vérité, ça serait mieux. Et vous m'invitez quand vous voulez, monsieur, je viendrai avec les mails de vos producteurs, en cachant le nom, bien sûr, parce que je vais arriver au cœur du réacteur. C'est que les producteurs de chez monsieur c'est qui le patron, si ils donnent leur identité, ils sont virés. Pourquoi on va manifester là et qu'on n'a pas de résultat? C'est vrai. Résultat catastrophique, on est d'accord. Mais on ne peut pas aller manifester chez LDC. On ne peut pas aller manifester à la Cavac, pour le lapin. Moi, vous savez, j'en ai qui l'ont fait. On leur a envoyé les gendarmes à l'Assemblée générale. Une Assemblée générale des producteurs, en étant producteurs, détenteurs de capital social. Une compagnie de gendarmerie pour encercler la salle dans notre coopérative. Vous m'entendez bien? Dans notre coopérative. Et vous pensez que le problème, il se situe chez monsieur Macron, chez Ursula von der Leyen? Oui, Macron, politique pas bonne. Beaucoup d'erreurs. Il y a beaucoup de choses qu'il pourrait faire. Ursula von der Leyen, politique européenne catastrophique. Mais revenons sur le terrain, plus près de chez nous. Qui nous achète nos produits? Qui commande les animaux d'Amérique du Sud? Qui commande les céréales d'Ukraine? Si c'est pas les multinationales de l'agroalimentaire et les centrales d'achat. Qui passe les bons de commande? C'est pas Emmanuel Macron, ni Gérard Larcher. C'est des gens de notre profession qui font le commerce. Le commerce, il s'arrête jamais, même quand il y a la guerre. Donc pourquoi on ne va pas manifester chez LDC, chez Bigard et dans nos coopératives? Pas parce que moi je peux vous donner deux gars très proches de chez moi qui ont été mis à pied, qui ont été mis en faillite. Les bâtiments sont vides. Ah oui, parce qu'on ne mord jamais la main de celui qui nous donne à manger. Et vous savez, au début des années 80, j'avais eu la chance d'assister à une des manifestations dont je me rappelle, puisqu'elle était dans mon département avec mon père. Et on avait été manifesté dans notre coopérative laitière. D'accord? Et le directeur de cette coopérative de l'époque s'était déplacé et il était venu trouver un de nos collègues qui était avec nous à cette manifestation et il lui a simplement dit: toi, qu'est-ce que tu fais là? Et je ne veux pas te revoir. Le gars, il est rentré chez lui, on ne l'a jamais revu. Vous savez pourquoi? Parce qu'il devait de l'argent. Et là, je vous parle du début des années 80, ça devait être en 81. C'était l'année de l'élection de François Mitterrand. Et aujourd'hui, là, quel agriculteur est capable d'aller manifester contre son acheteur qui fait la facture? C'est LDC qui fait la facture, c'est Bigard, c'est Lactalis, c'est nos coopératives, c'est la Cavac, c'est EMC2, c'est les producteurs, les intégrateurs de veaux. Vous pouvez aller manifester chez vos acheteurs qui font la facture? Vous allez prendre la porte. Et pire que ça, c'est eux qui nous financent. On a un crédit chez eux. On leur doit de l'argent. On a une ligne de crédit. Vous avez compris où est le cœur du problème? La marge, elle s'en va là. N'allez pas plus loin, elle s'en va là. Ensuite, ces gens-là, ils négocient avec la grande distribution, qui eux, comme a dit Pascal Perry, il a raison, ne sont pas raisonnables. Pascal Perry a oublié de parler de l'agroalimentaire qui avait capté la facture aux paysans.
Alors, il a parlé d'Egalim, mais Egalim ne peut pas marcher, c'est l'agroalimentaire qui n'a pas appliqué Egalim. C'est nos coopératives et nos acheteurs privés, Lactalis et tous les autres, Sodial et tous les autres, qui n'ont pas appliqué Egalim. Ils l'ont détricoté, ils l'ont détruit, la loi Egalim, parce qu'ils veulent asservir les paysans. Simplement, comme je vous le dis, personne n'ira manifester là. C'est comme vous, si vous allez manifester chez votre patron. Ça, faut bien le comprendre. Sauf que notre patron, il nous a mis une ligne de crédit. Je parle toujours en général, hein, on est d'accord. Pour la plupart d'entre nous, on n'est plus indépendant. On est attaché. On est attaché. On est devenu des porte-seaux. Vous savez ce que c'est qu'un porte-seau? On est des prestataires. On porte des seaux pour nourrir les bêtes. Et on ferme notre gueule. Eux, ils nous fournissent la facture une fois qu'on a livré. Et ils nous payent le prix qu'ils veulent. Alors, soi-disant un prix mondialisé. C'est pas ça la vérité. C'est l'asservissement. Alors, il me reste deux. Le thème 7 et le thème 8. Le thème 7, je vais aller très vite. C'est les propositions. Qu'est-ce qu'il faut faire? Eh ben, faut sortir des prix agricoles, parce que les prix agricoles, ils sont mondialisés. Ils sont dans la théorie de Ricardo des avantages comparatifs. Et contrairement à ce que dit Pascal Perry et tous les autres, le libre-échange ne marche pas. Vous pouvez mettre les mêmes normes, ça ne marche pas. Parce qu'il y a le taux de change, il y a la monnaie, il y a le monopole des facteurs à cause du climat. Et l'agriculture, c'est une spécificité. L'agriculture. On doit adapter le modèle agricole aux spécificités agricoles, qui est des investissements sur du temps long, avec peu de retour sur investissement, et avec des conditions pédoclimatiques différentes suivant les régions. Donc on ne peut pas avoir de prix agricole. Il faut abolir les prix agricoles. Il faut un prix de souveraineté nationale en adéquation avec les territoires adossés sur des coûts de production réels pour nourrir les gens sainement et remplir notre mission qui est d'entretenir les territoires et non pas les laisser en friche, entretenir les territoires et nourrir les consommateurs pour leur santé. Donc, des revenus à hauteur des coûts de production, minimum 3 000 € net par exploitation agricole. 2, là c'est des propositions qui avaient été mises par le MODEF et les paysans travailleurs très très tôt. Gestion des volumes par production, système des organisations de producteurs transversales comme au Canada. Pas la PAC. La PAC, la coordination rurale l'avait dit en 92, des prix, pas des primes. Donc c'était des prix gérés par nous. Reprise de notre souveraineté au maximum dans toutes les productions à travers les projets alimentaires territoriaux. Obligation de demander aux élus, aux maires de notre commune, où est la DICRIM. Vous verrez, vous renseignerez ce que c'est la DICRIM. Quasiment aucun élu n'a fait ça. En travaillant avec l'ensemble des élus et les associations, SOS Maire, l'association démocrate des mairies de France, apolitique à syndicale. Et bien sûr, dans cette reprise, tout ce qui est possible de reprendre sur les territoires, faut le mettre à l'échelon des territoires en adéquation avec les attentes sociétales et les conditions pédoclimatiques, un prix de souveraineté. Un prix de souveraineté. On valorise tout ce qu'on peut sur les territoires. L'agriculteur reprend sa facture. Et le reste, en volume plus important, c'est une organisation de producteurs par filière. Mais toujours l'agriculteur a la main sur la facture, sur l'organisation de producteurs, comme au Canada. Et les échanges à l'international, ils se font sur la base de la coopération avec un groupe de pays. Ça s'appelle l'OIC, l'Organisation internationale du commerce, ou la Charte de la Havane, c'est la même chose. Coopération entre les États avec équilibre de la balance des paiements et désobéissance sortie du commandement intégré de l'Union européenne. Simplement, ça se prépare, parce que s'il n'y a rien de préparé, et si vous n'avez pas les éléments de départ, que vous ne reprenez pas votre indépendance et votre facture, vous pouvez sortir demain matin de l'Union européenne et de l'euro, vous serez pauvre avec des francs. Si vous n'avez pas votre facture et que vous ne changez pas la chaîne de valeur, vous ne revoyez pas le modèle, vous serez pauvre avec des francs.
Ça changera pas la marche. Faut aller bien plus loin que ça. C'est un des éléments, mais ce n'est pas le seul. La preuve, les paysans européens étaient pillés avant 92. Bien avant l'euro, les paysans étaient pillés. Donc c'est un des éléments indispensables, parce que ça permet de sortir du commandement intégré de l'OTAN. C'est indispensable, mais ce n'est pas le seul élément. Il faut repartir d'une feuille blanche. Donc 4, le commerce international, c'est ce que je dis sur la base de la charte de la Havane, hein, qui tient compte des conditions, il y a tout dedans, équilibre de la balance des paiements. 5, un métier comme le nôtre, assurance l'homme clé. Le coût, c'est 6 000 € à peu près pour un exploitant, une exploitante à l'année. Assurance l'homme clé, c'est quand on est malade ou on a des accidents. Imaginez-vous, on travaille 7 jours sur 7, on nourrit la population, hein, il nous revient entre 6 et 8 € sur un caddie de 100 €. Le reste est capté par les gens que vous n'avez pas vus sur les barrages, parce que ceux-là, vous les avez pas vus sur les barrages. Le reste est capté autour de 30% par l'industrie agroalimentaire, 20% par la grande distribution. Le reste, c'est le transport, l'énergie, le marketing, les impôts, les emballages, les taxes et la mauvaise gestion de l'État français. Voilà. Voilà. Donc ça, faut changer le système et avoir l'assurance l'homme clé, parce qu'aujourd'hui, on a 30 € par jour si on a un accident. 30 € par jour. Une honte, un scandale. Donc faut l'assurance l'homme clé. Faudra, je rajoute 2 autres choses, le contrôle des prix du foncier pour arrêter la spéculation, parce que la spéculation, la liberté d'entreprendre à l'infini empêche les gens de s'installer. Ce projet permet le maintien des fermes à taille humaine. On peut ramener au moins 600 000 emplois et des installations dans notre métier à une condition qu'on ait des prix à hauteur des coûts de production et qu'on reprenne notre facture. Il faut revoir le modèle fiscal, puisqu'on est imposé sur un bénéfice d'entreprise qui n'est pas notre salaire. Ça, je l'ai déjà dit, hein. Donc, ça n'a aucun sens. Et il faut revoir les droits de succession, hein, pour préserver la transmission des exploitations et des petites, et pareil pour les PME. Hein. Il faut revoir les droits de succession. Sinon, on plume les générations qui veulent reprendre des outils qui sont des capitaux lourds, mais qui dégagent très peu de rentabilité. Donc, revoir les droits de succession. Donc, attention, ce métier, c'est des savoir-faire, et un paysan est confronté tous les jours à la réalité du terrain. C'est le climat, et un paysan, il vit pas dans le virtuel, il vit sur le terrain, il vit le réel. Voilà les solutions pour quand même une profession, agriculteur, céréalier, horticulteur, les apiculteurs, on est très nombreux, il y a plein de filières, hein. 3 millions de personnes vivent de façon directe et indirecte sur l'agriculture, et les paysans crèvent. Conclusion, point numéro 8. Pourquoi les paysans sont pauvres? Pourquoi ils sont pauvres? Pourquoi ça n'a pas été dit dans les émissions? Pourquoi ils sont pauvres? Il était question du revenu. Mais pourquoi? Moi, ce qui m'intéresse, c'est pourquoi. Eh bien, je vais vous dire pourquoi. Déjà, il y a un gros problème de formation qu'on a eu tous. Aucune formation digne de ce nom économique pour appréhender les mutations économiques et les mutations de l'évolution des modes de consommation. Aucune formation digne de ce nom. Mais après, c'est qu'on a perdu totalement un mot qui s'appelle le mot l'indépendance. On a laissé les clés, deux clés qu'on a laissées, essentielles, pour tenir une entreprise, être patron digne de ce nom et garder son indépendance. Je parle toujours en général. La plupart des exploitations sont gérées par les comptables et les experts comptables. C'est le comptable et l'expert comptable qui donne le là et l'orientation. Une fois par an, il vient. Et beaucoup d'exploitants se couchent ou suivent le comptable et l'expert comptable. On a délégué notre comptabilité à des gens qui ne font pas le travail, qui sont pas sur le terrain, qui sont pas au fait des réalités. Et la deuxième chose, on a laissé notre facture.
On a laissé notre facture. On nous a dit produisez, le reste on s'en charge. La suite, vous la connaissez. On a laissé notre facture, on a laissé la gestion des volumes aux multinationales qui viennent dans les fermes acheter les produits, bien avant la grande distribution, qui gèrent donc la facture, les importations, les exportations, la gestion des volumes, la spéculation sur les marchés. Je conclus, pour que ça fonctionne, l'agriculture, comme un pays, il faut revenir les pieds sur terre. Ce qui crée des emplois, ce qui crée le socle, les vraies fondations, c'est l'économie physique. C'est des entreprises de textiles, des voitures, l'énergie. Sans énergie, tout pays, toute puissance économique, aucune puissance au monde ne peut tenir sans une énergie abondante et peu chère. Retenez bien ça. Qui dans le monde aujourd'hui, dans la redistribution des cartes géopolitiques, qui demain a une industrie abondante et peu chère? Vous irez voir, c'est du côté des BRICS, c'est pas chez nous. Donc, revenir à des choses réelles, une économie physique, et non pas une économie virtuelle, qui est une économie de spéculation, qui est une économie beaucoup qu'on a développée, nous, les États-Unis aussi d'ailleurs, et beaucoup dans l'Europe, une économie tertiaire. On a au moins 20 points sur le produit intérieur brut d'écart entre tous les pays émergents qui sont en train de prendre toute la place dans le monde des produits manufacturés. Je pense à la Chine, la Russie, mais il y en a d'autres. On a 20 points d'écart dans nos emplois, dans le produit intérieur brut, de gens qui sont que dans le tertiaire, qui sont dans une économie virtuelle, qui repose sur rien. Alors, j'ai pas dit qu'il fallait pas de contrôle du tout, hein. Il faut garder des normes pour la santé, pour les accidents. Il y a un socle sur lequel il faut pas bouger. Mais là, on a 20 points d'écart sur les produits intérieurs bruts. On brosse du vent, on brosse de l'air, avec du tertiaire, une économie non physique qui nous coûte, qui nous ruine et qui fait qu'on a perdu tout notre tissu industriel et on va perdre notre souveraineté agricole, ce qu'appelait George Bush, père, l'arme alimentaire. Je vous demande de bien réfléchir, je referai des vidéos dans les jours à venir. Merci et à bientôt.